Eh bien, bienvenue à tous. Je vais vous présenter ma technique de recherche, tout ce qui concerne justement l'ajout de valeurs à ces mots-clés, comment on les qualifie et ensuite comment on utilise le tableau qui va être généré tout au long de cette conférence. Donc on va commencer, c'est parti. Une petite présentation brève. Donc comme Olivier le disait, je suis autodidacte, j'ai pas mal bourlingué dans le web. 2006 à 2010, j'ai occupé une place de développeur web pur où j'ai laissé un peu de côté le SEO. 2010 à 2014, j'ai occupé la place de responsable SEO au sein de l'agence Les Ateliers Apicius, spécialisée dans l'hôtellerie-restauration. Donc plutôt technique au niveau référencement et tout ce qui concerne le référencement local. Et puis 2014, j'ai décidé de créer ma société Tricaya.fr où je fais du conseil, je fais de l'opérationnel aussi, tout ce qui est réflexion stratégie, SEO, stratégie web marketing. On a un pôle rédaction avec 2 rédactrices à temps complet qui sont à mes côtés en ce moment. On fait aussi du netlinking, de la formation et du perfectionnement auprès de mes confrères SEO. Voilà. Donc déjà, pour commencer, tout d'abord, pourquoi faire une recherche de mots-clés? La recherche de mots-clés, ça sert à fixer des objectifs communs entre le client et vous, ou entre l'éditeur pour lequel vous travaillez et vous. Ça permet de trouver des bons filons. Quand on est SEO à son compte et qu'on est soi-même éditeur de site, ça peut permettre justement d'aller trouver des mots-clés qui sont très intéressants et peu concurrentiels. Ça permet d'exclure les mots-clés qui sont trop concurrentiels, justement, parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de partir bille en tête sur un mot-clé qui est inaccessible. Ça permet de mesurer le potentiel retour sur investissement de chaque mot-clé. Et déjà ça, c'est clairement une stratégie à part entière. Pour qui, comme je vous le disais juste avant, pour le client, pour votre employeur ou l'éditeur de site pour lequel vous travaillez, ou pour vous. Et cette technique est aussi bien applicable en SEO qu'en SEA. Donc, ce que je vous propose de suivre comme étape, c'est déjà, dans un premier temps, évidemment, utiliser son cerveau et on va passer par l'étape du brainstorming mots-clés. Ensuite, on va récupérer acquis ceux sur lesquels on rank déjà si on est sur un site existant. On va aller voir comment rechercher de nouveaux mots-clés. On va apprendre à qualifier ces mots-clés justement pour apporter des indications qui vont nous permettre de trier et de filtrer nos mots-clés. Et justement, la dernière étape qui correspond au filtrage des mots-clés et au travail avec le tableau final qu'on a obtenu. Ce tableau final ressemble à ce que vous avez sous les yeux. Donc, c'est justement un tableau qui peut paraître un peu brutal, mais qui va permettre de travailler à plus ou moins long terme avec son client ou avec l'éditeur pour lequel on travaille. J'ai souvent pour habitude de le document fait partie des actifs d'une entreprise, surtout dans le cas où on est sur une niche déjà existante depuis longtemps et qui n'est pas trop fluctuante. C'est un document qui va pouvoir servir à fixer des objectifs à plus ou moins long terme. On peut très bien imaginer prendre un lot de mots-clés et se fixer un objectif à 6 mois, à 1 an, à 5 ans et à 10 ans, pourquoi pas. Donc la première étape, c'est le brainstorming. Donc là, on va essayer de faire couler du jus de cerveau et on va justement voir comment je procède. Donc la première chose, c'est de s'imprégner de la marque et de la thématique. Évidemment, si on travaille pour un client qui est sur une thématique, connaît peu ou prou, clairement, il va falloir s'imprégner de cette thématique. Et ça permet aussi de discuter avec et de lui faire nous expliquer son approche, sa stratégie et la manière dont il voit sa propre entreprise finalement. C'est clairement un point de départ ultra important et indispensable. Donc là, je vous ai donné un exemple avec un graphique radar pour l'étude d'un hôtel restaurant.
Donc on peut imaginer que sur ce graphique radar, la marque soit très importante. C'est ce qui est justement représenté sous vos yeux. On peut imaginer que les prestations, spa, piscine, etc., soient quelque chose de beaucoup moins important. La catégorie et le standing sont très importants. Clairement, là, si on est sur une marque qui est à 100% d'importance, la catégorie et le standing qui est à plus de 50% d'importance, on a toutes les chances d'être sur un hôtel 5 étoiles. Clairement, Palace, voilà, on est sur du gros standing où la marque est prépondérante. Les activités touristiques autour de l'établissement ou carrément dans l'établissement, on peut imaginer que ce soit quelque chose d'important, les offres package, etc. Bon, là, c'est un graphique qui est appliqué à l'hôtellerie-restauration, mais on peut imaginer faire un graphique totalement différent pour une thématique totalement différente. L'objectif, c'est juste de vous montrer que ce mode de visualisation permet l'identité d'un établissement et justement les priorités du client et les choses qu'il va falloir mettre en avant dans la stratégie SEO, comme dans la stratégie marketing d'ailleurs, auprès de laquelle il faut absolument qu'on se penche. Ensuite, on va évidemment se poser les questions de base. Pourquoi, comment, quand, où, quoi, pour qui cette marque est faite. Ça paraît simple comme ça, mais c'est des questions qui sont extrêmement importantes et dans cette phase de découverte et de brainstorming avec le client, ça va être très important de tout noter. Cette démarche en fait a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'on fait parler le client et qu'on s'intéresse à lui, puisque le client c'est moi et encore moi. Et le deuxième avantage, c'est qu'on va pouvoir s'imprégner de la marque, du produit et de la clientèle du site pour lequel on bosse. Donc, le quoi? Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos priorités? Là, le client, en général, va vous dire « Ah, ben, je sais pas trop ». Parfois, on a des clients quand même qui ont une très forte... un très fort intérêt sur ces choses-là, mais bien souvent, on se rend compte que les clients ne réfléchissent pas forcément à ces choses-là. Pour l'objectif, c'est la vente. Mais la vente, c'est bien beau. On peut aussi imaginer plein d'autres choses autour de la vente, parce que une démarche d'achat n'est pas que l'étape d'achat en elle-même. Il va falloir passer par une étape de renseignement, par une étape de comparatif, etc. Donc, les objectifs du client vont jusque-là. Il faut essayer de discuter et d'amener le client ou son éditeur, l'éditeur du site en tout cas, à nous donner ces informations-là. Et quelles sont les priorités? Les priorités en termes de marketing, si on s'aperçoit que le client est au bord du gouffre, clairement les priorités pas les mêmes que si le client a une trésor qui va bien et une stratégie déjà bien en marche. Ensuite, on va s'intéresser à sa clientèle. Qui est-ce qui achète sur votre site? La réponse habituelle, c'est tout le monde. Ouais, sauf que clairement, il y a forcément des profils types, des personas marketing qui vont correspondre plus à la clientèle, en tout cas à une clientèle majoritaire de l'établissement, que le tout venant. Clairement, si on veut prendre un exemple facile, en du Stana, je ne vais pas viser des étudiants. Donc, on va essayer de pousser le client à nous expliquer qui est sa clientèle, quelles questions posent ses clients, quels sont les retours du centre d'appel. On cherche à ce moment-là à toucher la cible, à essayer de comprendre la cible et qui elle est et quelles sont ses attentes, quel langage elle va utiliser, etc. Ensuite, on va se poser la question du pourquoi. Pourquoi vous plutôt que les autres? Ce qu'on appelle en anglais Unique Selling Proposition, USP, ou Unique Value Proposition, qui est la même chose, l'UVP. Donc pourquoi vous avez cette place dans Google? C'est très important.
est-ce que vous avez finalement une légitimité et pourquoi vous êtes légitime? Donc finalement, on va se poser ces questions-là. Quels sont les bénéfices? Comment vous souhaitez correspondre aux besoins des clients? Comment vous le faites? Quel discours vous utilisez? Quels arguments marketing vous mettez en avant? Et ça, justement, le persona marketing qui a été déterminé avant va nous permettre de répondre à beaucoup de ces questions-là. Et qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence? Ensuite, on va aller chercher du client en question et rechercher comment il souhaite nous trouver. Quels mots-clés cette personne va aller taper dans le moteur de recherche et quelle page on va lui proposer. Donc comment on convient à son intention. Ça c'est très important parce que justement, clairement, on ne va pas utiliser le même discours en fonction de la personne qu'on vise et en fonction des attentes de cette personne. Donc la notion d'intention est extrêmement importante dans la recherche de mots-clés et dans cette étape de brainstorming où on va s'imprégner de l'atmosphère du client, de l'atmosphère de la clientèle, on va justement réfléchir à la notion d'intention et quelles sont les attentes de la clientèle qui est derrière le site internet. On va se poser la question quand par rapport à des notions de saisonnalité, par exemple. On peut imaginer d'autres choses, mais la saisonnalité, c'est quelque chose qu'on rencontre le plus souvent. Clairement, les statistiques de notre client, si on est sur un site existant, vont nous donner des indications de saisonnalité. Si on vend des skis, si on loue des skis, on va avoir des pics de trafic à une certaine période qui va correspondre à la période où on peut faire du ski. Si on vend des cartes de vœux, clairement, on va avoir un gros pic de trafic au moment clé où on achète les cartes de vœux. La Saint-Valentin, c'est pareil, etc. Donc ça, c'est des exemples bateaux, mais on peut imaginer des saisonnalités qui ne sont pas attendues aussi. Donc l'analyse de statistiques peut nous permettre de récupérer ces données-là de manière certaine, puisqu'on est branché sur les statistiques réelles du site. Mais on peut, dans le cas où on crée un nouveau site, aussi utiliser des outils comme Google Trends, qui vont nous donner des indications de saisonnalité. On peut même imaginer aussi avoir des saisonnalités qui sont basées sur une semaine. Si on est un parc d'attractions, on va certainement avoir des pics de trafic sur le week-end ou juste avant le week-end parce que les gens sont en train justement de préparer leur séjour. On va se poser évidemment la question du où. Alors sur du e-commerce standard, la question du où a peu d'importance, mais si on est sur un business local, clairement la question du où est très importante. Donc là, je vous ai mis un exemple de Google Maps. C'est un réel cas que j'ai eu à traiter. C'était l'hôtel des Jardins du Luxembourg et moi je suis pas parisien, je connais pas bien Paris et donc j'ai commencé à me renseigner au travers de Google Maps en recherchant des centres d'intérêt, des points d'intérêt qui entourent cet établissement. Donc j'ai trouvé qu'il y avait le théâtre de l'Odéon, la place Saint-Michel et tout le quartier Saint-Michel, Cluny-la-Sorbonne, l'hôtel, le Collège de France, pardon, etc. Donc ça m'a donné des indications que j'ai récupérées, que j'ai notées. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va avoir des différentes catégories de mots-clés enfin en tout cas d'idées qui vont venir se grouper à l'issue de ce brainstorming, dans le document qui va être l'issue de ce brainstorming. Donc par exemple, on peut imaginer que on va rester sur l'exemple de l'hôtel, on a un hôtel qui a un spa, une piscine et qui est à Saint-Tropez. Donc là, on est passé de Paris à Saint-Tropez. On a un outil qui nous est fourni par webrankinfo.com qui nous permet de coupler les mots-clés,
les uns avec les autres. Typiquement, je vais rentrer dans la première case hôtel, hôtel 4 étoiles, hôtel luxe. Dans la deuxième case spa, piscine, restaurant. Et je vais cliquer sur OK. Et là, il va me coupler les mots pour pouvoir créer justement des combinaisons qui vont correspondre à hôtel, spa, hôtel, piscine, hôtel, restaurant. Et si on remplit la troisième case qui est facultative, on va pouvoir obtenir des triplets justement qui vont nous faciliter la composition de nos mots-clés. Parce que si on doit se faire ça à la main, c'est toujours très pénible à faire. Donc voilà, je vous donne ce petit outil qui est très pratique et qui permet de réaliser rapidement des combinaisons de mots-clés. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier les acquis. Si on est sur le cas d'un site qui est déjà existant et qu'on doit optimiser sa visibilité dans le moteur de recherche, il va falloir utiliser les acquis. Le précieux. On va utiliser Google Search Console qui va nous donner des indications sur les différentes expressions clés que les personnes tapent et qui leur permettent de trouver notre site internet. Donc ça, c'est les expressions clés sur lesquelles on est déjà positionné puisque ces expressions génèrent du trafic. Ça va nous permettre de récupérer un lot de mots-clés qu'on va ajouter à notre liste. Alors toute cette démarche-là, elle consiste à créer une liste de mots-clés brutale. On va accumuler des mots-clés dans un tableau Excel, dans la colonne mots-clés, et on les ajoute tous, sans exception. On ne se pose pas beaucoup de questions à cette étape-là. Le but, c'est vraiment de dépeindre un maximum la thématique, et donc de remplir notre tableau d'idées. En gros, là, on est à la phase idée, on est toujours à la phase de brainstorming. Hein. En tout cas, on est en train d'accumuler des mots dans notre tableau de recherche. Ça sert à rien de se poser des questions supplémentaires ou de chercher à cette étape-là de faire une qualification quelconque. On peut utiliser Google Analytics si le site est suffisamment ancien et qu'on n'a pas un masquage not provided. Tout ce qui sort du not provided peut nous donner des mots-clés importants et qu'il faudra surtout pas oublier. Normalement, on devrait les avoir trouvés dans la Search Console, mais si on a à un moment donné ranké sur certains mots-clés et que ce n'est plus le cas, à ce moment-là, l'outil Google Analytics va nous permettre de récupérer quelques-unes de ces idées en tout cas. Donc pour ça, on va passer par le dashboard acquisition, mots-clés, résultats naturels. C'est une vieille copie d'écran, comme vous pourrez remarquer. Les terminologies ne sont plus les mêmes à l'heure actuelle, mais en tout cas, vous saurez retrouver ce dashboard. J'en doute pas. Ensuite, on va filtrer les résultats en supprimant la marque, puisque clairement, la marque, c'est quelque chose qu'on a déjà. Hein. Il faut absolument avoir la marque dans son listing mots-clés, mais ça, c'est pas très compliqué à trouver. Et là, ce qu'on veut rechercher, c'est les mots-clés hors marque. Donc, on va exclure la marque de notre rapport. On va récupérer tous les mots-clés hors marque, et puis on va les ajouter à notre tableau de la même manière. Ensuite, on peut utiliser SEMrush, qui va nous permettre de récupérer plus de mots-clés que les étapes précédentes, puisque là, on va avoir les mots-clés qui vont être sur des positions un petit peu plus profondes du moteur de recherche. Ah, je dois avoir une question. Non, c'est pas une question. Donc là, on va pouvoir récupérer des mots-clés du top 20. Alors, je ne vais pas plus loin que le top 20, on pourrait imaginer aller plus loin que le top 20. Mais là, pour l'instant, je considère que le potentiel maximum se trouve entre le top 3 et le top 20. Donc, on peut limiter au top 20. On va déjà récupérer suffisamment de mots-clés. Surtout que ça fait très peu de temps que SEMrush gère des positions qui sont supérieures à 20. Maintenant, on peut avoir des positions qui vont jusqu'à 100. Voilà, une fois qu'on a filtré nos mots-clés jusqu'à la position 20, hein, avec les filtres avancés que SEMrush nous propose, on va récupérer nos mots-clés, pareil, on fait un export en CSV, on récupère toute notre colonne keyword, et puis on balance ça dans notre liste, on continue à agrandir notre liste au maximum.
Alors évidemment, quand on crée cette liste, il faut pas non plus aller dans dans des mots-clés qui correspondent absolument pas à la marque. Il faut faire très attention. Si on récupère des mots-clés qui sont pas du tout correspondants à ce qu'on vend, faut les exclure direct. Si on les voit, ça va assez vite pendant cette étape-là, en tout cas, de les filtrer déjà rapidement. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller explorer de nouveaux horizons. Donc, comment on fait pour aller explorer de nouveaux horizons? On va déjà commencer par aller voir la concurrence. Donc, l'objectif de cette démarche, ça va être de trouver des réels concurrents, des concurrents uniquement sur la même branche que nous. Typiquement, si on commence à avoir Cdiscount, là je vous ai pris les concurrents de la Fnac, mais la Fnac ils vendent tout. Donc là on est sur un exemple qui est un peu compliqué, puisque justement si on devait faire une recherche de mots-clés pour la Fnac, il faudrait le faire section par section et catégorie par catégorie. Si on est sur un business qui correspond justement à une des catégories de ces monstres du web, on va forcément à un moment donné récupérer la Fnac, Cdiscount et des gros, et ceux-là il faut pas les prendre en tant que concurrents, puisque on va récupérer beaucoup de mots-clés qui ne nous correspondent pas. Donc l'objectif ici c'est vraiment de trouver des concurrents qui sont purement dans notre branche, ce qui va nous permettre aussi d'explorer les mots-clés sur lesquels ces marques rankent. Donc ça, c'est le rapport de concurrence SEMrush. Une fois qu'on a fait ça, on va aller récupérer la même chose que ce qu'on a fait précédemment, les positions, mais pour le concurrent. Et pareil, on va récupérer tous ces mots-clés, on va les agglutiner dans notre tableau principal, et puis on continue notre démarche. On peut aussi récupérer les positions SEA. Les mots-clés dans le rapport SEA de SEMrush peuvent être aussi très intéressants et peuvent être différents des mots-clés sur lesquels les concurrents sont positionnés. On a souvent des campagnes AdWords qui vont traiter de mots-clés qu'on n'arrive pas à atteindre en SEO. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on a un tableau qui est bien dense, avec beaucoup de mots-clés, et clairement, on a toutes les chances d'avoir des doublons. Donc là, on va commencer par supprimer les doublons, et on va passer à notre phase de qualification de mots-clés. Donc là, on va utiliser ce qui nous est fourni par AdWords, l'outil de planification des mots-clés, et on va aller chercher les volumes de recherche, la concurrence AdWords et le CPC AdWords. Ces données AdWords pour le SEO peuvent nous paraître inutiles. Moi, je pense qu'elles sont au contraire utiles pour nous permettre de qualifier le mot-clé en termes de retour sur investissement. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc si vous n'avez pas de compte AdWords, vous pouvez en créer un gratuitement. Il faudra quand même rentrer son numéro de CB. Vous créez une pseudo-campagne que vous laisserez en veille ad vitam aeternam, et vous allez pouvoir récupérer des quantités, enfin des rapports sur les mots-clés depuis AdWords. Alors depuis peu, si on a un compte AdWords qui n'est pas actif, ou en tout cas qui n'a pas un budget suffisant qui est investi sur la campagne, on va avoir des données qui vont être plutôt pourries. Quand on a un mot-clé qui génère 5000 recherches mensuelles, le rapport Google AdWords va nous indiquer entre 1000 et 10 000. Donc c'est un peu gênant. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un qui gère une grosse campagne AdWords et qui justement correspond à un gros budget, vous allez avoir des données qui sont plus intéressantes et plus fines. Les données qui sont fournies par SEMrush sont aussi plus fines parce que justement ils ont accès à ces datas-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir accéder à cet outil-là qui va nous permettre de copier-coller une liste de mots-clés. Alors malheureusement, on peut en mettre 800 au maximum. Donc si on a une série de 30 000 mots-clés, ce qui peut arriver sur une thématique globale assez souvent, ben il va falloir faire ça de manière répétitive, et clairement c'est pas très rigolo. Mais bon, en tout cas, ça fait partie du job.
Une fois qu'on a appuyé sur le bouton de validation, on se retrouve sur notre rapport de mots-clés avec justement les volumes de recherche mensuels, la concurrence qui est qualifiée en élevée, moyenne et faible dans ce dashboard-là, mais quand on exporte en Excel, on va avoir une concurrence qui est beaucoup plus fine que ça. Et on a l'enchère suggérée. Donc ici, on va télécharger le rapport et on va obtenir un tableau qui va nous indiquer justement le nombre de recherches mensuelles, la compétition AdWords entre 0 et 1 avec une granularité beaucoup plus fine que moyen, faible et importante, et l'enchère, le CPC de première page. C'est un CPC de première page qui est indépendant du site qu'on gère, donc c'est une donnée qui est un peu biaisée, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir cette indication pour pouvoir comparer les mots-clés les uns par rapport aux autres. La donnée absolue nous est égale. On va faire ça pour l'ensemble des mots-clés qu'on a récupérés dans la partie brainstorming et dans la partie de récupération précédente. Et on va créer notre premier document de travail de mots-clés cette fois-ci. Alors on pourrait s'arrêter là, mais évidemment les bons plans se cachent parfois plus profondément et on va pouvoir refaire une passe sur différents éléments. On peut utiliser le SEO Keyword Magic Tool qui est fourni par SEMrush. C'est un outil qui est pour l'instant en bêta mais qui marche déjà très bien. Alors clairement, on va demander à ces outils de suggestion de nous fournir des mots-clés connexes sur les mots-clés principaux qu'on a récupérés de notre tableau. On va trier le tableau précédent, celui qu'on a obtenu en allant récupérer les volumes de recherche. On va le trier par volume de recherche, justement. On va utiliser les mots-clés les plus importants de la thématique pour pouvoir aller se faire suggérer des mots-clés connexes à ceux-ci. Donc l'outil SEO Keyword Magic Tool est très intéressant. On peut même ajouter plusieurs onglets et exporter le tableau Excel pour chacun de ceux-ci. On peut utiliser des outils comme Ubersuggest qui vont nous permettre aussi d'élargir notre champ de recherche. Pareil, on va utiliser les mots-clés les plus importants de la thématique. C'est justement en partant de ces graines-là qu'on va pouvoir aller explorer des champs un petit peu différents. On peut utiliser un outil comme answerdepublic.com qui va, lui, coupler en fait le mot-clé recherché avec des questions comme comment, où, lequel, quoi, pourquoi, etc. Et nous sortir les suggestions de différents moteurs de recherche. Donc ces outils-là vont nous donner encore une nouvelle liste de mots-clés non qualifiés, d'accord. Et une fois qu'on a fait ça, on est reparti dans le Keyword Planner de chez Google, 800 par 800, et puis on va requalifier tous nos nouveaux mots-clés qu'on aura pu accumuler au fil de cette étape. Ensuite, on va aller mesurer la concurrence naturelle. On se rapproche du SEO là, et on va aller vérifier la concurrence naturelle sur les mots-clés qu'on a récupérés. Alors comment je fais pour vérifier le niveau de concurrence des expressions clés? Moi j'utilise la commande AllInTitle de Google qui va nous permettre de filtrer les pages dont le titre contient le mot-clé en question. Je considère que c'est beaucoup plus fin que de récupérer le nombre de résultats bruts, parce que le nombre de résultats bruts, si on a par exemple casque moto, le mot-clé casque moto, on pourrait très bien avoir le mot casque en haut de la page à gauche, et puis moto qui est tout en bas dans un backlink de footer, parce que le site parle de, fait un lien vers son pote qui a un site de moto. Cette page-là, en fait, elle est absolument pas pertinente sur casque moto. Moi, ce que je considère comme étant pertinent sur casque moto, c'est les pages dont le titre commence, ou en tout cas contient le terme casque moto. Donc je vais utiliser cette commande AllInTitle
qui est syntaxé de cette manière-là. Hein. On a all in title 2 points et l'expression clé recherchée entre guillemets double, qui va nous permettre de récupérer les titles, les pages en tout cas, dont le titre contient cette expression exacte. On va récupérer le nombre de résultats dans le moteur de recherche et je considère que si on veut se battre sur ce mot-clé, on va se battre par rapport au nombre de pages que Google nous aura indiqué avec cette commande. Donc là, je vous ai donné quelques exemples que j'ai fait il y a quelques temps déjà. On voit Hôtel Saint-Lotin. Alors ce qui est assez rigolo dans le monde de l'hôtellerie, c'est qu'on a beaucoup de portails et qu'on a beaucoup de petits malins qui ont pris les 36 000 communes françaises, voire même les innombrables communes mondiales, et qui ont généré des portails en automatique. Donc finalement, on a 133 pages qui ont un titre qui contient Hôtel Saint-Lotin. À Saint-Lotin, c'est un tout petit village qui est à côté de chez moi à Poligny, il n'y a absolument pas d'hôtel. Hein. Donc 133 concurrents sur une requête qui ne veut rien dire. C'est juste pour vous donner l'indication de la débilité dans l'hôtellerie et du niveau de concurrence. On a Hôtel Dole avec 1050 pages qui correspondent à cette requête, dont le titre contient cette requête. Hôtel Menton 5130, etc., etc. Et puis Hôtel Paris 346 000. On peut considérer qu'au-delà de 1000 pour un site moyen, alors c'est très difficile à déterminer un site moyen, je considère qu'un TrustFlow entre 20 et 30, on est sur un site moyen. Au-delà de 1000, il va falloir fournir des efforts importants, mais ça va être accessible. On peut considérer qu'au-delà de 5000 résultats, la partie va pas du tout être facile et qu'il faudra l'avis d'un SEO pour savoir ce qu'il est possible d'espérer. Et enfin, on peut aussi compter le nombre de résultats payants. On fait la requête normale dans Google sans le all in title et on compte le nombre de pages qui présentent des AdWords. Ça, c'est pareil, ça va nous donner une indication sur le potentiel clé, surtout en termes de retour sur investissement. Si on a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre des annonces en ligne et à payer au clic, il y a toutes les chances que le mot-clé soit rentable. On peut aussi vérifier le niveau de concurrence des expressions clés avec l'outil qui est fourni par SEMrush, le Keyword Difficulty, qui va nous donner une indication de concurrence qui est beaucoup plus facile à obtenir qu'en faisant la commande all in title. Ce que je vous ai pas dit quand même, c'est que la commande all in title est extrêmement génératrice de CAPTCHA chez Google et que je n'ai absolument pas réussi à automatiser tout ça. Toutes les tentatives que j'ai faites qui m'ont coûté énormément de temps et de proxy, clairement à chaque fois ça marche pas. Donc je l'ai fait à la main et même à la main on se tape des CAPTCHA. Hein. On n'arrête pas de se taper des CAPTCHA. Ça fait partie du job. Je ne qualifie absolument pas tous les termes de ma liste de mots-clés par rapport à la concurrence naturelle. Je prends les mots-clés les plus importants, j'en fais une centaine, 200, parfois 300, parfois ça peut arriver, si je considère que les mots-clés sont intéressants au-delà de 300. On peut préciser la réelle concurrence de la SERP aussi, parce que évidemment, si on a 25 pages dont le titre contient l'expression clé, on peut se dire ah ouais, bah c'est cool, il y a 25 concurrents. Ouais, sauf que les 25 concurrents, ça peut être 25 SEO qui sont acharnés. Ça peut arriver qu'on se retrouve avec une SERP qui soit remplie de très bons travail de SEO, auquel cas ce sera beaucoup moins facile de rentrer dans cette SERP. Donc SEO Observer nous permet, SEO Observer nous permet d'analyser plus finement la concurrence de la SERP, justement en nous donnant les indications de TrustFlow, de CitationFlow, etc. Toutes les métriques netlinking qui vont correspondre à chaque résultat de recherche de la SERP. Donc, en termes de qualification de mots-clés, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais revenir sur les données AdWords. Alors pourquoi en SEO je conserve les données AdWords, le CPC, la concurrence AdWords? Tout simplement parce que je considère qu'un mot-clé où on a beaucoup de compétition et que les gens sont prêts à mettre cher, le mot-clé a certainement un potentiel de retour sur investissement. Clairement, c'est une indication qui est plutôt financière là pour le coup. Une fois que j'ai ces données-là, alors
le CPC et la concurrence AdWords, comme je vous disais, plus on a de concurrents qui sont prêts à mettre cher, plus c'est intéressant. Donc je réunis en fait ces deux données en une seule que j'appelle intérêt AdWords et je vais tout simplement multiplier le CPC par la concurrence AdWords. Alors attention, il faut que la concurrence AdWords soit entre 0 et 1. Chose qui n'est pas fournie par SEMrush puisque depuis quelque temps, ils nous mettent ça entre 0 et 100. Ils nous remettent ça en pourcentage. Donc si vous avez cette donnée-là, divisez-la par 100 parce qu'il faut que la concurrence AdWords soit entre 0 et 1. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai une concurrence AdWords de 0,1, donc de 10%, et j'ai un CPC de 5 euros. Je considère que finalement, ces 5 euros sont pas crédibles parce qu'on a une très petite concurrence AdWords. Donc, je vais décrédibiliser le CPC en le multipliant par 0,1. Je vais considérer que ce CPC finalement ne vaut que 10% de sa valeur puisqu'on a 10% de concurrence AdWords. Et à contrario, si on a une concurrence AdWords qui est de 1 ou proche de 1, on va finalement multiplier le CPC par 1, donc conserver la valeur réelle de ce CPC. Je calcule aussi un intérêt global où je vais multiplier l'intérêt AdWords par le volume de recherche. L'intérêt AdWords, c'est quelque chose que je recherche. C'est un point positif. Le volume de recherche, évidemment, c'est un point positif aussi. Je cherche des mots-clés qui sont rentables et qui génèrent du volume de recherche. Par contre, je cherche des mots-clés qui ne sont pas trop concurrentiels. Donc, je vais diviser par la concurrence naturelle. La concurrence naturelle est un frein, donc c'est un diviseur. Auquel j'ajoute 1 puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne qualifie pas forcément toutes les concurrences naturelles. Donc, pour éviter la division par 0, je rajoute 1. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir filtrer ces mots-clés. On va pouvoir se poser des questions, on va pouvoir établir des plans d'action, on va pouvoir séparer notre liste en plusieurs qui vont correspondre à nos objectifs à 6 mois, à 1 an, etc. On peut aussi rajouter des informations supplémentaires dans cette phase de qualification de mots-clés où on va parler de typologie de mots-clés. On a des mots-clés qui sont navigationnels, informationnels ou transactionnels. Plus on va se rapprocher de la phase de transaction, plus ça va nous intéresser. Selon la stratégie qu'on est en train d'établir, on va avoir besoin de mots-clés qui vont être plus ou moins informationnels ou plus ou moins transactionnels. Évidemment, si on veut jouer sur le chiffre d'affaires, on va jouer sur le transactionnel, mais si on veut jouer sur une stratégie de contenu, par exemple, on va aller taper dans l'informationnel. Et donc là, on va pouvoir filtrer nos mots-clés pour ne garder que les plus intéressants, ceux qui ont le plus fort potentiel. Donc on peut déjà faire un préfiltrage avant la mesure de la concurrence naturelle, évidemment, parce que, comme je vous disais, la concurrence naturelle, la mesure en all-in title, elle coûte beaucoup de temps, donc si on peut filtrer avant qui ne sont pas pertinents, il faut le faire. On peut écarter les mots-clés avec un trafic nul. Il ne faut pas les supprimer, on les conserve, on va juste les qualifier dans une colonne en tant que mots-clés qui ont un volume de recherche trop faible, mais ils pourront nous servir pour la longue traîne. On peut aussi, grâce à ça, déterminer une limite basse de volume de recherche. On peut se dire que voilà, on va aller chercher les mots-clés qui ont des volumes de recherche supérieurs à, parce que c'est sur cela qu'on veut travailler. Et puis plus on va avancer dans notre stratégie SEO, si on a atteint nos objectifs de mots-clés à fort volume, on va pouvoir descendre en volume petit à petit pour pouvoir aller écrémer les autres mots-clés. On peut déterminer une limite haute accessible. Ce que j'entends par là, en fait, c'est que quand on fait la commande all-in title par niveau de volume de recherche, il y a un moment donné où on se rend compte que la concurrence naturelle, elle reste en dessous d'une certaine valeur. De là, on peut très bien coupler les positionnements du site sur les mots-clés en question et se dire, bon, là je vois bien que en dessous de cette concurrence naturelle, mon site arrive à se positionner en première page. À partir de ce moment-là, on peut déterminer justement une limite haute de concurrence naturelle et se dire bon, on sait qu'au-delà ça va être vraiment chaud d'aller se positionner. Par contre, sur cette plage-là, on sait qu'on va pouvoir aller se positionner, donc je vais garder ces mots-clés-là. On va les bosser en premier parce que c'est ceux-là qui vont être les plus rapidement accessibles.
On peut écarter les mots-clés qui sont trop génériques ou trop concurrentiels. En général, ça va l'un avec l'autre, hein. Clairement, les mots-clés génériques sont souvent très concurrentiels. Et évidemment, on ne les supprime pas non plus, puisque dans une démarche qui ne va pas être exposée ici, mais dans une démarche de construction d'arborescence basée sur la recherche de mots-clés, on peut imaginer que ces mots-clés génériques vont être nos têtes de rubrique. Ça va être nos éléments de regroupement. On peut éliminer les mots-clés qui sont hors thématique ou qui correspondent un peu trop à des concurrents. Pareil, on ne les supprime pas, on les qualifie, on les exclut de notre tableau Excel et on pourra peut-être travailler dessus après, hein. On peut très bien imaginer faire un SEA basé sur les concurrents, et auquel cas ces mots-clés nous seront intéressants. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer, on peut s'amuser avec les différents indices que je vous ai fait rajouter avec les calculs précédemment exposés. Et on peut trier par volume de recherche, évidemment, ça c'est le premier réflexe, on va récupérer les mots-clés qui génèrent le plus de volume de recherche. Mais on peut aussi trier par intérêt AdWords. Et quand on trie par intérêt, on récupère les mots-clés qui ont le plus fort intérêt AdWords, on va se rendre compte qu'on trouve beaucoup de mots-clés qui sont des mots-clés transactionnels, qui sont très proches de la carte bleue. On peut trier par intérêt global. Là, c'est pareil, on va souvent trouver des bons plans. Si on classe par intérêt global décroissant, on va se retrouver avec des mots-clés qui sont souvent de longue traîne, mais par contre qui sont très facilement accessibles. Un simple paragraphe ajouté dans une page correspondante aux mots-clés va nous permettre de ranker dessus. Donc ça nous permet justement de récupérer très rapidement des mots-clés qui vont générer du trafic et des ventes derrière. Hein, quand on veut montrer à son client qu'on bosse bien ou à son patron qu'on bosse bien, ça c'est vraiment une démarche qui est très intéressante. Ou alors si on récupère un client qui est déjà bien dans la merde, ça c'est pareil, ça peut être très intéressant d'aller taper sur ces mots-clés-là en premier. Je vous laisse faire votre expérience avec ça. Travailler avec cette méthode, je vous invite à le faire vivement. Et si vous venez à remarque, si vous ajoutez des choses dans votre tableau, etc., eh ben, je vous invite à m'en faire part, à partager vos expériences et à échanger avec moi. Je serais très ravi d'échanger sur ce sujet-là qui est pour moi très important. La recherche de mots-clés, c'est la base d'une stratégie SEO et même SEA. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi les SEO qui partagent. Je remercie évidemment SEMrush, Natalia et Olivier.